Salut, aujourd'hui nous allons faire un cours de physique-chimie et nous allons parler de la pression atmosphérique. C'est un cours de physique-chimie de 5e. Je lis la situation d'apprentissage. Situation d'apprentissage. Un jour, en regardant la télé, un enfant demande à son père de lui expliquer comment la présentatrice de la météo arrive à deviner le temps du lendemain. À la place de ce père, que dirais-tu à l'enfant? Bien, le problème est posé. Nous allons trouver une solution à ce problème-là. Donc, quand on va finir la leçon, je pense bien que tu pourras répondre à la question aisément. Premièrement, la pression d'un gaz. 2 points, nous allons étudier la pression de l'air. Un schéma du montage expérimental. Regardez bien, nous avons un piston et lorsque on presse le piston, vous voyez qu'on dit l'air comprimé dans la seringue presse fortement sur le doigt et sur le piston. Donc voilà, on a deux côtés où il y a des forces des pressions qui sont appliquées. En conclusion, on dira que la pression d'un gaz est l'action de ce gaz sur un corps avec lequel il est en contact. Bien, l'appareil de mesure, on dit que la pression, elle se mesure à l'aide d'un manomètre. Donc, la pression d'un gaz se mesure à l'aide d'un manomètre. Nous avons des exemples de manomètres ici. Les manomètres, ici c'est un manomètre à liquide que nous voyons à gauche, manomètre à liquide. Et de l'autre côté, nous avons un manomètre qu'on trouve avec les vulcanisateurs. Quand vous regardez bien, lorsque vous allez avec votre voiture chez le vulcanisateur ou bien votre moto, il va tester si l'air qui est dedans est suffisant. Et nous voyons ici l'illustration en bas qui nous explique bien que, effectivement, c'est des appareils de mesure de la pression qu'on utilise pour voir s'il y a assez de l'air dans le pneu ou pas. Et cet appareil-là est appelé manomètre. Les vulcanisateurs l'ont. Et nous avons un autre type de manomètre qui est en général expérimental. Ce manomètre qu'on appelle manomètre à liquide. Il y a des manomètres à eau et puis il y a les manomètres à d'autres liquides. Bien, ayant parlé de la pression, de l'unité de la pression, nous allons essayer, de l'appareil de mesure de la pression, nous allons passer à l'unité de la pression. On dit l'unité légale de la pression est le pascal. Donc voilà, ici le pascal c'est notre grand P suivi de petit a. On utilise aussi le bar, le millibar. On dit qu'un bar égale à 1000 millibars. Nous avons aussi le centimètre de mercure qu'on note cm grand H petit g. Il faut respecter la notation. Petit c, petit m, grand H, petit g. Nous avons aussi le millimètre de mercure. Millimètre, vous avez mm et puis grand H petit g. Remarque, 1 millibar, en parenthèse, petit m, petit b, égale à 100 pascal, égale à 1 hectopascal. Donc 1 millibar égale à 1 hectopascal, c'est égal à 100 pascal. Cela va nous envoyer à la définition de la pression atmosphérique. On dit la pression atmosphérique est la pression de l'air ambiant. Donc quand vous êtes dans l'air comme ça, vous avez une pression qui est sur vous et cette pression-là, on l'appelle la pression atmosphérique. Partout où vous êtes, puisque vous êtes dans l'air, l'air exerce une pression sur vous et cette pression-là est appelée pression atmosphérique. Sa valeur au niveau de la mer vaut 760 mm de mercure ou 76 cm de mercure ou 1013 millibars ou 1013 hectopascal puisqu'on a dit que 1 millibar
égale à 1 hectopascal. Donc, nous aurons 1013 millibars égale à 1013 hectopascal. Quand vous entendez millibar, dites-vous que c'est en même temps hectopascal. Appareil de mesure. On mesure la pression atmosphérique à l'aide d'un baromètre. Nous avons des photos de baromètre ici. Ces appareils permettent de mesurer la pression atmosphérique. On les appelle baromètres. Bien. Alors, ce qui est intéressant, nous arrivons dessus maintenant. On dit remarque, le millimètre de mercure se lit millimètre de mercure. Quand vous voyez mm, espace grand H petit g, ça veut dire millimètre de mercure. Et cm, espace grand H petit g, se lit centimètre de mercure. Voilà un peu ce qu'il faut retenir au niveau des unités. Mais on ne peut pas étudier les unités sans quand même chercher à les convertir entre elles. Donc, en activité d'application, nous allons convertir des valeurs de certaines unités en d'autres unités. Bien. Donc, on nous dit de convertir 990 hectopascal en millibars. Vous voyez, tout à l'heure, on vous a dit que 1 hectopascal égale à 1 millibar. Quand vous regardez ce tableau, c'est comme ça, moi, en tout cas, je fais. Ce n'est pas un tableau conventionnel. C'est moi-même, je l'ai conçu d'après ce qu'on a dit en haut. Ça va nous faciliter les conversions. Donc ici, 990 hectopascal, on dit que 1 hectopascal égale à 1 millibar, donc ça fait 990 millibars. 1013 hectopascal égale à combien de millimètres de mercure? On a déjà vu ça en haut. Vous voyez ici, on vous a dit que la valeur de la pression atmosphérique au niveau de la mer est égale à 1013 millibars, c'est égal à 760 mm de mercure. Donc, ici, on revient. Il ne faut pas oublier, ça fait ici 760. Nous avons là 760. 2 bar égale à combien d'hectopascal? Donc, on prend bar, on dit 2. Je place 2. On dit de convertir en hectopascal, je place des zéros jusqu'à hectopascal. Ça me fait 2000 hectopascal. Voilà le rôle que joue ce tableau-là. Ça va vous faciliter la conversion des unités de pression entre elles. Bien. Mesure de la pression d'un gaz. Pour mesurer la pression d'un gaz, on utilise un manomètre. Il existe plusieurs types de manomètres. Exemple, le manomètre à eau. Vous voyez ici, nous avons un manomètre à eau. Lorsque nous plaçons d'abord à vide sur le petit a, sur le schéma petit a, nous avons un manomètre où il n'y a rien qui se passe ici. C'est le début de l'expérience. Après, nous prenons un ballon gonflé que nous mettons à l'ouverture et vous voyez que quand l'air va venir exercer une pression dans la colonne, vous allez voir que le liquide à l'intérieur de votre manomètre va se déplacer. Et cette hauteur H qu'on va mesurer avec la règle, c'est cette hauteur-là qu'on va additionner à la pression atmosphérique. Vous voyez, on écrit ici en B la pression du gaz. Quand on écrit P et puis G, ça veut dire pression du gaz. Pression du gaz. Et quand on écrit PAT, ça veut dire pression atmosphérique. Pression atmosphérique. Et puis H, c'est la hauteur de déplacement du liquide à l'intérieur de la colonne en U. Donc, en B, par exemple,
la pression du gaz sera égale à la pression atmosphérique plus la mesure que vous allez avoir en centimètres. Donc, vous allez obtenir le résultat en millimètres ou bien, en centimètres de mercure. Maintenant, en C. Vous voyez que cette fois-ci, on aspire, c'est-à-dire on exerce une dépression. On tire le piston. Donc, vous voyez que la colonne de l'eau monte dans l'autre sens. Et ce sens-là est un sens négatif de l'autre. Donc, la pression du gaz sera égale à la pression atmosphérique moins la hauteur. Et on va obtenir le résultat en centimètres de mercure. La pression atmosphérique, on vous a dit qu'au niveau de la mer, c'est 76 cm de mercure. Du coup, vous allez faire 76 moins la valeur mesurée avec votre règle. Pour l'autre cas, vous allez faire 76 plus la valeur que vous avez mesurée avec votre règle. Et vous obtenez la valeur de la pression du gaz. Bien, si vous avez compris cela, alors on dit la hauteur H ou dénivellation mesure en centimètres d'eau l'excès ou le défaut de pression du gaz sur la pression atmosphérique. Donc, l'excès, c'est quand c'est plus, le défaut, c'est quand c'est moins. Bien. On va continuer. Alors, avant d'arriver à l'utilisation de la pression pour prévoir le temps, je vous dis que grâce à ce concept de pression-là, aujourd'hui, les scientifiques arrivent à prédire le temps. Alors, on va vous expliquer un peu. Nous ne sommes pas là pour faire un cours de météo, mais on va vous expliquer quelle est l'utilité de la pression dans notre environnement. Quelle est l'utilité de ce chapitre-là? Donc, vous suivez. Quatrièmement, utilisation de la pression pour prévoir le temps. Étude d'un document. Voilà, nous avons ce document et nous allons lire le texte qui accompagne le document pour comprendre. On dit pour prévoir le temps qu'il va faire dans une région, le meilleur outil du météorologue est une carte indiquant la pression atmosphérique en tout lieu à un moment donné. Donc, sur cette carte, vous avez des nombres qui sont inscrits, ce sont les pressions atmosphériques. On trace sur la carte les lignes d'égale pression appelées isobars. Donc, on trace les lignes d'égale pression. Vous voyez, il y a des lignes qui sont là. Quand on prend une ligne, quand la ligne passe quelque part, la pression au premier point où vous êtes parti, quand je prends ce point-là, la pression à ce point-là est égale à la même pression à ce point-ci, puisque c'est la même ligne qui vient jusque-là. C'est pourquoi on dit que ce sont des isobars, c'est-à-dire ils ont la même pression. Le point A que je place, le point Q, je vais appeler ça Q. Je place ici un point Q, je vais prendre une couleur différente. Je vais prendre par exemple le rouge. Si je place ici le point Q, la pression que j'obtiens ici, c'est la même pression que je viens obtenir ici au point P, parce que les deux sont sur la même ligne. Et ces lignes-là, on les appelle les isobars. Et on vous dit ainsi, la ligne notée 1016 hectopascal est tracée sur tous les lieux où on a mesuré cette valeur. Donc, où j'ai mis les points là, c'est le 1016 hectopascal. Bon, ils ont mis 1015, c'est voisin. Donc, 1016 hectopascal, là, ça veut dire que nous avons, comment on appelle ça, la valeur de la pression atmosphérique au niveau de la mer. On dit les zones où la pression est inférieure à la moyenne 1013 hectopascal sont appelées dépressions. C'est-à-dire que si vous regardez sur la figure, vous voyez qu'il y a des valeurs de pression. Je prends par exemple ceci, 995, qui est moins grand que 1013 hectopascal. Donc,
Cette zone-là est une zone de dépression. Elles sont souvent le siège de temps instable et de précipitation. C'est-à-dire que où il y a 995 là, il y a des pluies là-bas. Et vous voyez que partout on a mis D, la lettre grande D. Ce sont des zones où la pression atmosphérique est inférieure à 1016 hectopascales. C'est-à-dire que ce sont des zones de dépression où le temps est instable. Il y a toujours des intempéries, des pluies dans ces zones-là. Nous avons les zones où la pression est supérieure à la moyenne. Ces zones-là sont appelées les anticyclones. Quand on regarde sur la figure, nous voyons que nous avons des zones où les marqués grand A. Ici, par exemple, vous avez 1020 hectopascales. Ça veut dire que cette zone-là est une zone d'anticyclone. Il y en a beaucoup. Quand vous regardez sur le schéma, vous avez une zone d'anticyclone là. On a écrit A ici, A ici. Ce sont des zones d'anticyclone. Et on vous dit, on continue, cette différence de pression engendre des vents qui soufflent des hautes vers les basses pressions. Donc vous voyez, on dit il y a des zones où la pression est inférieure à la moyenne 1013 hectopascales. Ce sont les zones de dépression. Et les autres zones sont les zones d'anticyclone. C'est-à-dire que les vents vont aller des zones d'anticyclone vers les zones de dépression. Parce qu'on dit les vents soufflent des hautes vers les basses pressions. On dit à cause de la rotation de la Terre, ces vents tournent autour des dépressions et des anticyclones en suivant presque la direction des isobars. Donc vous voyez, j'ai quand même j'ai pris des images par-ci par-là sur Internet pour pouvoir vous expliquer ce concept de rotation de vent. On dit dans l'hémisphère nord, les vents tournent autour des dépressions dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tournent autour des anticyclones dans l'autre sens.